Je suis Christophe Servel, j'ai fondé une société qui s'appelle Terre de Café en 2009. Alors, l'exercice de dire comment on en est arrivé là, je vais aller assez vite. J'en suis arrivé à faire du café. J'ai pris beaucoup de détours pour le faire. Alors, le raccourci, c'est de dire que j'avais un grand-père qui était torréfacteur et une mère qui vendait du café aussi dans les années 80. Mais en réalité, je me suis construit un peu en opposition à ma famille, en tout cas à la figure tutélaire. Et donc, j'ai pas fait comme mes parents. J'ai fait des études de sociologie, de marketing, communication. Et j'en suis arrivé très vite à la conclusion de toute façon que la hiérarchie, c'était pas trop mon truc, que l'autorité absurde, c'était pas trop mon truc. Et je me suis dit, de toute façon, je ne pourrais pas être heureux dans une entreprise, en tout cas dans une grande, parce que j'ai fait des stages, j'ai quand même bossé dans une entreprise après mes études. Et c'est ce qui a forgé ma conviction très vite, même naturellement, que je devais devenir entrepreneur. Ça, c'était, il n'y avait pas d'autre choix possible pour moi. Donc, je suis devenu entrepreneur et on va dire je me suis devenu entrepreneur par instinct, puisque à chaque fois que j'ai monté une entreprise, j'en ai monté 3, Terre de Café c'est la 3e, ça a été tout à fait sans faire d'études de marché, ça a été au feeling et en choisissant des partenaires que j'aimais profondément et souvent d'amitié. C'est aussi une manière, à mon avis, de devenir entrepreneur. On peut se tromper, on peut réussir, mais en tout cas, c'est une des manières de le faire. Donc, comment j'en suis arrivé au café? En fait, j'ai monté très rapidement une boîte de marketing et de communication dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel, ce qui m'a amené ensuite à monter une société de production de films. Donc, on faisait des films courts, des plus longs, des pubs, etc. Et puis dans ces projets-là, j'ai rencontré un réalisateur américain et un auteur américain qui préparait un documentaire sur, on était là en 2005, sur le vin en biodynamie et les vins nature. Et grâce à cet homme-là, j'ai compris, j'ai commencé à me passionner pour le vin. J'ai compris ce que c'est que le terroir et j'ai compris surtout que l'agriculture telle qu'elle était faite, en tout cas dans le vin, mais je me suis aperçu plus tard que c'était partout pareil dans toutes les agricultures, qu'elle menait à la perte non seulement des terroirs, du goût, mais aussi de l'environnement. Et c'était le début des vins nature à l'époque. Et en tout cas, cette rencontre m'a sensibilisé à la préservation du vivant, puisque notre agriculture, on va y revenir, lutte en réalité contre la préservation du vivant. Donc ça, c'est la première expérience. Et ma vie, en fait, a été faite de rencontres. Il se trouve qu'un matin, dans cette société de production, on buvait des capsules Nespresso, j'arrive au café, et qu'il y a panique au bureau, on a une grosse réunion, il n'y a plus de café, donc je vais dans la boutique Nespresso, la seule de l'époque rue Scribe en moto, et là j'entre dans une boutique Nespresso. Et là, je me rends compte, en fait, j'ai mes souvenirs d'enfance du café avec ma mère, mon grand-père, etc. Et je me rends compte en fait que le café, d'un seul coup, on vous accueille en costume, on vous ouvre la porte, on vous appelle monsieur, vous êtes un VIP, il y a la queue, il y a des gens très propres, j'ai l'impression d'être en bijouterie, c'est toujours le cas d'ailleurs, avec un costume, ils comprennent rien au café, mais ils en parlent, ils parlent très bien de leurs produits en tout cas, de manière très respectueuse. Et puis je vois, il y avait une grande queue. Et puis je vois la machine où on tape la note, puis je vois des notes, je vois 120 €, 150 €, 200 €, 250 €. Et là je me dis, tiens quand même, il se passe un truc sur le café depuis l'époque où je connais. En gros, les gens en fait sont prêts à acheter du café très cher parce qu'il est proposé de jolie façon, quoi. Donc j'avais un avis moi sur le goût du café des capsules Nespresso parce que en fait plus je découvrais le vin, plus je faisais le terroir, plus je discutais avec les vignerons, plus j'apprenais à goûter, et plus je me rendais compte que le café que j'avais chez moi au bureau, c'était pas bon. Et la synthèse, le cerveau humain est fait pour synthétiser et tirer des conclusions. Et ce matin-là, dans cette boutique Nespresso, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec le café. J'en ai un petit peu marre de la production. Là, on est en 2008, crise bancaire. On prépare un film avec un producteur espagnol. Sa banque crash. On perd à l'époque, je crois, 100 000 €. Et je me dis, soit j'arrête, soit je continue. Je me dis, j'arrête. Et mon associé de toujours
Un ami d'enfance me dit, de toute façon, mon gars, t'es pas fait pour la production, en gros, t'es trop gentil. Mais par contre, l'histoire de café dont tu m'as parlé, ça m'intéresse. Donc si tu veux, on arrête la boîte de prod tout de suite et on fait une boîte de café. On va au restaurant, on déjeune, on prend une nappe, on écrit sur la nappe de restaurant en papier. L'idée, c'est d'ouvrir 10 boutiques de café en grains en 5 ans. Ça, c'est le business plan sur une table. On aligne les chiffres. OK, il faut 200 000 €. OK, il me dit OK, bon, on y va. Donc on y va. Mais avant ça, quand même, j'essaie de faire une mini-étude de marché. J'appelle tous mes copains qui sont un peu dans le marketing, dans le business, etc. Et tous me disent, t'es complètement malade de monter une boutique de café en grains, parce qu'aujourd'hui, les capsules, c'est super, quoi. Tout le monde va boire du café en capsule. C'est tout. Donc, comme quoi, parfois, il vaut mieux pas faire d'études de marché, parce que sinon, je n'aurais jamais créé cette société, qui aujourd'hui va très bien. Donc, je continue mon petit bout de chemin. Et ma vie est faite de rencontres, encore une fois. Et avant d'ouvrir la première boutique dans le Marais, une petite boutique rue des Blancs-Manteaux, je fais une rencontre, parce que je fais des recherches sur le café. Déjà, j'achète un petit torréfacteur que je mets dans ma cour, dans ma maison à la Garenne-Colombe. Je commence à faire, donc j'ai vraiment fait du café de garage au début. Et je rencontre des gens. Et la première personne que je rencontre dans le milieu, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Chambrion, et qui, à l'époque, vient de monter une petite boîte d'exportation de café éthiopien de forêt, certifié bio. À l'époque, ce dont je parle aujourd'hui de café de spécialité, je vais expliquer rapidement ce que c'est rapidement, très vite. Mais à l'époque, il y a très peu de cafés de terroir, tracés, certifiés bio, etc. Et la première personne que je rencontre, c'est ce type-là. Je goûte les cafés, et là, je goûte enfin un vrai café. Ça me rappelle le vin nature, c'est quelque chose de vivant, de pur. Là, il se trouve que c'était bien torréfié, c'était pas brûlé. Donc, le début de la route commence à s'éclaircir. On sait ce qu'on veut faire avec mon associé. Je sais que c'est ces cafés que je veux faire. Je veux faire des cafés de terroir, je veux faire des cafés traçables, je veux faire des cafés de forêt en priorité. Et je veux savoir expliquer aux gens comment on fait un café. Parce que la complexité du café, c'est ça. Ça n'est pas d'acheter un bon café. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est de savoir le faire aussi dans une boutique, dans une entreprise, dans un restaurant, dans un hôtel ou chez vous. Donc le concept, il est posé. La personne avec qui on va travailler, elle est posée. Et je rencontre une autre personne de très importante, c'est Alexandre Bélanger, une société qui s'appelle Belco, qui est devenue une des plus belles entreprises d'importation de café de spécialité au monde. À l'époque, c'était tout petit, ça venait d'exister. Moi, j'étais tout petit. Et lui me propose d'avancer la trésorerie pour faire des stocks de café d'exception tout de suite. Donc, le décor est posé. On commence à travailler comme ça. On ouvre la petite boutique dans le Marais, que je considère être, à l'époque, comme une cave à vin, mais avec du café. On explique la traçabilité, etc. Et voilà, on démarre comme ça. Et puis, je commence pas à voyager à cette époque-là, parce qu'on n'a pas d'argent, puis j'ai pas le temps. C'est moi qui m'occupe de la boutique, un truc que j'ai jamais fait. Je me souviens très bien d'une journée où un samedi il n'y avait personne et je vends un truc dans la journée, c'était une boîte de thé, j'avais 40 ans, 3 enfants tout petits à la maison et je me dis quand même, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Mais je savais au fond de moi que j'ai pas fait une bêtise. Donc bref, on continue comme ça. Notre beau business plan de 10 lieux en 5 ans, on en ouvre 3 rapidement, c'est dur à être rentable et puis en fait on se rend compte qu'on fera pas le business plan mais qu'on fera autre chose. Parce que les gens qui tapent à la porte de cette boutique, c'est pas le grand public forcément, ce sont tous les restaurateurs du coin et les copains et les cousins. Et en fait, on se met à faire beaucoup de café sans aucune capacité de production. Donc je travaille beaucoup à cette époque-là. Alors j'entendais parler tout à l'heure d'investisseurs. Moi, je suis obligé de faire entrer des investisseurs dans la société pour pouvoir payer des moyens de production, un entrepôt, etc. Et Terre de Café démarre comme ça. Donc j'ai une idée bien arrêtée sur mon sourcing de café. Et pour la première fois, je vais à l'origine. Je fais 2 voyages qui sont fondateurs. Le premier au Salvador. Je me rends compte que ce dont nous on parle, les cafés de terroir, ça s'appelle des cafés de spécialité. Spécialité parce que ce sont des cafés qui sont faits de manière spéciale à la ferme pour être des cafés d'exception. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus tard. Je vais passer les détails. Et je me rends compte surtout que cette filière, elle existe depuis déjà 15 ans aux États-Unis, qu'aux États-Unis, c'est déjà 15% du marché, que ça n'existe pas en France. En fait, on est des pionniers, mais j'étais un pionnier sans vraiment le savoir. Je me rends compte aussi d'une chose très, très importante, c'est qu'elle peut être
durable. Je vais revenir sur le concept de durabilité dans la filière caféière. Elle peut être durable, elle peut être non durable. Un café de spécialité, ça se définit par une note en tasse, ça ne se définit pas par son pédigré de durabilité. Donc, je rencontre des producteurs, je me dis que c'est totalement absurde de faire des cafés sublimes s'ils ne sont pas durables, puisque moi, mon but dans la vie, c'est pendant 10 ans, 20 ans, de faire ce métier et surtout de lancer quelque chose en France. Ça existe ailleurs. Je me rends compte aussi que c'est très fort aux États-Unis et pourquoi pas en France. Donc ça n'a pas de sens de faire du café non durable. Ça n'est pas dans mes convictions. Je me rappelle de toute mon expérience de vin et de café de forêt d'Éthiopie. Et donc je choisis cette voie-là, de sourcer des cafés simplement d'agroforesterie qui soient durables, si possible bio, mais ce n'est pas la nécessité. Deuxième voyage, c'est en Éthiopie. Et là, je découvre le café de forêt. Et là, je découvre que, je le savais déjà, mais que l'habitat naturel du café, c'est la forêt. Je me rends bien compte que les caféiers en forêt sont des caféiers heureux. Et je me rends compte que la complexité qu'on peut avoir dans une tasse de café de forêt, elle est unique. Et ça me conforte dans le fait que mon sourcing de café et la manière dont on va, entre guillemets, éduquer nos clients doit être par le prisme en priorité des cafés de forêt. Un vrai café est un café de forêt. L'agroforesterie, c'est autre chose en fait. La café de forêt, c'est la version l'ultime de l'agroforesterie. D'ailleurs, moi, je dissocie les deux. L'agroforesterie, c'est autre chose. On met des arbres sur des caféiers, alors que le café de forêt, c'est l'inverse. On met des caféiers sous la forêt, et ça n'a rien à voir. Une forêt n'est pas une plantation. C'est important de discerner les choses. Donc voilà, donc mes convictions sont faites. La société commence à fonctionner, on commence à faire du volume. On a un outil de production, on sait comment sourcer, on sait avec qui travailler. On choisit je sais aussi qu'il faut travailler absolument en direct avec les producteurs. Et donc tout ce petit système marche bien, on commence à avoir beaucoup de clients, hôteliers, restaurateurs, des entreprises, ça commence, etc. On sent qu'il se passe quelque chose sur le café. À la même époque, le vin nature explose, mais pas que, les bières artisanales, le mieux manger, la traçabilité, etc. Donc on continue comme ça. Mais je prends note quand même que le marché café tel qu'il est fait, et tel qu'il est fait encore aujourd'hui, doit être combattu. Je m'explique. Le marché du café aujourd'hui, à l'origine, 85% du café acheté est acheté par 3 torréfacteurs mondialisés que vous connaissez, Lavazza, Nestlé, JDE. JDE, c'est Café Grand-Mère, enfin, c'est énorme, c'est les plus gros d'ailleurs. C'est Peet's Coffee aux États-Unis, etc. Donc, eux achètent 85% du café mondial. 3. Donc il y a une position dominante qui d'ailleurs ne devrait pas être autorisée, mais voilà. Donc il y a une position dominante aussi aux achats. Ces gens-là ont la capacité, parce qu'ils travaillent avec 5 négociants en gros, de faire les prix en fait. Donc de créer le prix de marché. Voilà. Et donc la stratégie de ces gens-là, c'est d'acheter le café le plus bas possible, de travailler avec les grands distributeurs, Carrefour, Auchan chez nous, Intermarché, tout ça. Et les grands distributeurs, leur fer de lance, leur mission, eux, c'est de vendre le moins cher possible. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, dans le café, c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un prix de marché général de café qui est inférieur au coût réel de production, sans même compter les coûts induits. Quand on met des pesticides, on rend les gens malades, ça, on ne le compte pas dans le coût de production. Et c'est dramatique dans beaucoup de pays. Donc en fait, moi j'arrive dans un marché qui est dominé, 95% des gens en France achètent leur café en capsule, alors non, en supermarché, mais maintenant il y a des capsules dans les supermarchés aussi. On a tiré la qualité du café vers le bas, on accapare 80 à 90% de la valeur en pays de consommation, donc les méga torréfacteurs et la grande distribution. Et donc nous on arrive à cette époque-là, ça commence à tourner, mais bon, je sais pas, à l'époque on doit faire 2 millions à peine d'euros, et on se dit quand même qu'on bute sur un plafond de verre. Donc on se dit bon, comment en fait nous on est sourceurs, on est torréfacteurs, mais notre mission, après tout, notre principale mission, c'est de mettre sur le marché ces cafés-là. Alors comment on va en parler? Comment on va parler de ces cafés-là? Comment on va les valoriser? Nespresso les a valorisés, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont un procédé qui est très pratique. On a toujours le même café tout le temps où qu'on soit. Ils ont valorisé par le côté statutaire, c'est très très cher.
Ils essaient de valoriser un peu pour le savoir-faire, mais bon, les gens ne sont pas totalement dupes, enfin pas tous. Nous, comment on va le valoriser? On s'est dit, on va changer tout dans notre marque. Ça faisait 4 ans, 5 ans qu'on existait. Donc on a créé une marque, c'est là qu'on en arrive un peu au code du luxe, des nouveaux luxe d'ailleurs. En fait, toute la problématique était comment faire d'un café de masse consommation vers un produit de luxe. Donc on est un peu dans le sujet. C'est de créer une marque. Donc nous, on avait créé une petite marque à l'origine, on a tout changé. On a réintroduit des investisseurs, la famille Trigano pour ne pas la nommer, et on a tout changé. Donc la marque, les boutiques, on a beaucoup investi, on a changé toute la production, on a monté une équipe qualité, enfin, on a fait ce que fait une grosse marque avec les moyens qu'on avait. Et la valorisation du café, on l'a fait en expliquant au maximum de gens, tous nos clients, en boutique, tous les clients B2B, ce qu'on faisait en fait. Et l'angle marketing, c'était de dire, on va raconter exactement la vérité de tout. C'est-à-dire qu'on sort du marketing de séduction et de manipulation généralisée, et particulièrement dans le café. Le café, on vous vend du café avec des femmes à moitié à poil, quoi. Enfin, nous, on voulait surtout pas faire ça. L'histoire du café de spécialité, c'est des belles histoires. L'histoire qu'on vit avec nos producteurs, enfin nos, entre guillemets, producteurs, qu'on choisit et qui nous choisissent aussi aujourd'hui, ce sont des belles histoires. Donc en fait, on sort de marketing de mass market pour entrer dans une communication à marketing que je qualifie moi de vérité. Et je pense que les marques de demain sont les marques qui raconteront la vérité. Toutes les marques ne peuvent pas raconter la vérité. Nespresso ne veut pas raconter la vérité sur ce qu'ils font. Jacques Vabre encore moins. Les eaux Nestlé, toutes les eaux contrôlées par Nestlé encore moins. Mais quand on fait un joli produit, quand on essaie de tout rendre vertueux, je vais expliquer la durabilité après, si on a le temps, on doit dire la vérité aux gens, et ça marche. C'est-à-dire raconter de belles histoires qui sont vraies et vérifiables à des consommateurs, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé de la création, j'ai parlé du positionnement, j'ai parlé de l'angle marketing. La durabilité, venons-y, parce que c'est aussi le sujet de cet événement. Qu'est-ce que c'est, en tout cas, en milieu caféier? Et ce qui est intéressant avec le café, c'est que ça reste un produit de consommation de masse. 90% des Français boivent du café. Donc ça reste un produit de masse. Mais je pense que c'est ce qui est valable en durabilité dans la filière caféière, c'est valable dans toutes les filières alimentaires. Donc là, je sais qu'il n'y a pas de food, c'est pour ça que je me sens un peu alien, mais c'est intéressant quand même, notamment pour la mode et le luxe, etc. C'est que c'est transposable à beaucoup de filières et c'est un produit de communication de masse. Donc, et c'est devenu à la mode. Je pense que ça ne vous a pas échappé que je pense peut-être tout le monde ici est déjà entré dans un coffee shop ou un truc avec un petit cœur et a vu des beaux paquets de café, etc. C'est une mode internationale. On est un peu en retard en France encore. Mais c'est une excellente porte d'entrée pour parler à la grande consommation, on va dire, de qu'est-ce que peut être un produit vertueux et bien fait. Et ça, j'y crois beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est? La durabilité en milieu caféier et par extension dans le milieu alimentaire. Ce sont 3 piliers fondamentaux qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et c'est pour ça que c'est complexe, la durabilité. La durabilité, ce n'est pas un logo bio, c'est encore moins un logo Max Havelaar et encore moins un logo Rainforest Alliance. On peut faire du bio au Brésil en rasant l'Amazonie. Ça se fait d'ailleurs. C'est pas ça la durabilité. Quand je dis ça, tout le monde est d'accord avec moi. Le bio ne garantit pas une durabilité, même si c'est le label le plus respectable des labels qu'on peut trouver sur des cafés, sur un paquet de café. C'est qu'au moins, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de fongicides, il n'y a pas d'intrants. Il y a certains intrants, mais pas chimiques. Donc la durabilité, c'est 3 piliers qui ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Le premier, c'est la durabilité économique. Donc dans le café, mais comme dans tout produit alimentaire, si on veut avoir une durabilité économique, ça veut dire quoi une durabilité? C'est être rentable, c'est pouvoir réinvestir, et notamment dans la durabilité, parce que la durabilité, c'est pas gratuit, ça coûte plus cher, c'est comme ça. Il faut faire de la qualité. Le marché du café tel qu'il existait il y a encore 20 ans se passait très bien de qualité. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, ce fameux marché du café spécialité qui est à 15 points aux États-Unis, qui est à 5-6 en France, qui est à 8 en général en Europe,
qui est à certainement 25 au Moyen-Orient, en Corée c'est 50%, ça c'est un vrai marché. C'est plus une niche, c'est un vrai marché. Et donc quand on a ça, ben moi maintenant torréfacteur, sourceur, je me bats avec d'autres boîtes, des Allemands, des Japonais, des Coréens, pour acheter du café, du bon café. Ça veut dire que les prix montent. Et ça veut dire que le producteur, et il ne faut pas imaginer le producteur de café de spécialité, le petit papy qui parle espagnol. Non, c'est des gens éduqués, formés, bilingues, trilingues. C'est ça un producteur de café de spécialité, à quelques exceptions près, notamment en Afrique. Et encore, ça change. Donc on est en face de gens, en face de nous des gens qui ont des projets, qui comprennent très très bien, qui voyagent, et qui aujourd'hui, avant de nous vendre du café, regardent ce qu'on fait et possiblement viennent à Paris, voir dans nos boutiques, voir si on est digne d'exploiter leur café. C'est ça aujourd'hui. Mais ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y a 10 ans, ça n'existait pas non plus. Et ça change toute la donne. Ça veut dire que cette qualité, elle est rémunérée. Il y a un marché pour la qualité. Nombre de fermes qui changent tout dans leur modèle pour faire de la qualité, parce que les producteurs de café de spécialité, aujourd'hui, vivent très bien. Ils envoient leurs enfants à l'université, et s'ils ont besoin de se payer une mutuelle, enfin une assurance privée, ils se la payent, et tout a changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une culture du café qui était vécue comme une souffrance par les esclaves, notamment dans les Antilles, au XVIIe siècle, à une culture de subsistance. Aujourd'hui, quand on fait du café de spécialité, à 90%, c'est un choix. C'est un choix de producteur, c'est un choix de consommateur aussi, quand on boit, et puis c'est un choix de métier pour moi. Moi, j'ai choisi ce métier-là. Et ça change tout. C'est-à-dire que lorsque la qualité est rémunérée, on a une durabilité économique. Donc je reviens à mes 3 piliers. Durabilité économique, quand on travaille avec une ferme, ça veut dire, la première des choses, c'est qu'elle est capable de faire de la qualité et de faire du volume. Elle est capable de faire une certaine qualité et de monter en qualité. Ça, c'est la première évaluation qu'on fait. Cette durabilité économique va déterminer les deux autres. La deuxième, évidemment, c'est une durabilité environnementale. Quand on a un marché qui demande des prix bas et beaucoup de volume, qu'est-ce qu'on fait ? On met du Roundup partout, des herbicides, on engraisse la terre, on appauvrit ses sols, et on rengraisse avec de la chimie parce que ça coûte moins cher, et puis on libère des milliards de kilos de carbone, et puis on fait du volume, on ne fait pas de la qualité. Donc il n'y a pas de durabilité. Aujourd'hui, la filière caféière classique se porte très mal. D'ailleurs, elle va dans le mur. Je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, c'est que la moyenne d'âge des producteurs de café est 59 ans. Donc, les générations ne sont pas renouvelées. Et le deuxième chiffre, qui est aussi flippant que le premier, c'est que en 2050, donc c'est dans pas très longtemps, 50% des surfaces cultivées ne seront plus cultivables en café. Avec une demande qui augmentera d'ici là de 25%. C'est des chiffres, c'est vérifiable, c'est un institut très sérieux. Moi, je pense même, de ce que je vois à l'origine, que ces fameux 50% de surface non utilisables, ce sera avant. Au Brésil, ça va beaucoup plus vite que ça, par exemple. Donc, on arrive dans une situation quand même où ce critère environnemental est critique. Mais si on veut faire des cafés durables, mais c'est pareil, si on veut faire des tomates durables, si on veut faire du riz durable, si on veut faire du bœuf durable, et c'est possible, du bœuf durable, il faut les moyens de le faire. C'est des investissements, c'est des choix, et la durabilité économique doit servir à financer, au-delà des écoles des enfants, etc., la durabilité environnementale. Et c'est ça, ces 2 piliers. Moi, j'achète plus cher un café qui est certifié bio et qui est fait sous forêt. Ces 2 piliers-là vont financer le troisième pilier, qui est la durabilité sociale. Si les gens sont mal payés, traités à coups de fouet, qu'on leur donne absolument rien, le café, c'est beaucoup de travailleurs saisonniers dans certains pays. Si ces gens-là sont maltraités, s'il n'y a pas de structure d'accueil pour les enfants, parce qu'ils se déplacent avec leurs enfants, et c'est comme ça, parce qu'il n'y a rien dans les pays pour garder les enfants, des fois c'est la famille, mais c'est très rare. Si tous ces gens-là sont maltraités, ils ne travaillent plus dans le café. Ils vont, pourquoi on a tant de problèmes à la frontière mexicaine et des États-Unis ? La plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui sont issus de l'agriculture. Mais ça ne marche plus, quoi. Donc, la durabilité sociale, elle est aussi importante que les 2 autres piliers. Et surtout, si on additionne les dangers liés à l'environnement et aux problèmes sociaux, c'est-à-dire que
On sait très bien que les prochains grands mouvements, bon, là on a l'Ukraine avec la Russie, mais ce sera la guerre de l'eau et ce sera des grands mouvements migratoires parce qu'il y a des régions déjà où les hommes ne peuvent plus vivre. Il est temps de se poser des questions. Donc voilà, donc la durabilité dans le milieu caféier, c'est ça, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui ne se règle pas avec des labels, surtout des labels bidons, il y en a beaucoup. Mais la seule manière pour un consommateur, à mon avis, enfin j'en suis sûr, d'être bien capable d'avoir un avis sur la durabilité, la qualité de son produit, bah, c'est d'aller chez des gens qui sont spécialisés. Et des gens qui sont spécialisés dans le café, ça s'appelle des torréfacteurs. Des gens qui sont spécialisés dans la viande, ça s'appelle des bouchers. Des gens qui sont spécialisés dans le pain, ça s'appelle des boulangers. Et il n'y a que ces gens-là, alors surtout, enfin des gens comme nous qui allons jusqu'à l'origine, on est les seuls à pouvoir parler vraiment de traçabilité et de durabilité. Donc voilà pour l'aspect durabilité. Mais il y a de l'espoir, hein, parce que je parlais du marché, de la filière. Terre de Café, on a commencé donc tout petit. Aujourd'hui, c'est une société, on est une cinquantaine de personnes. On est présent on envoie du café dans 25 pays. On a 13 boutiques, dont la Corée, dont 2 en Corée, bientôt 3. Paris, Versailles, La Réunion. On a 600 ou 700 clients B2B. On travaille avec Accor. Enfin, avec Accor, c'est peut-être pas le bon exemple. Bref, avec beaucoup d'entreprises, et des très grandes, et des petites, et des moyennes. Mais ce qui est intéressant, et je dis qu'il y a de l'espoir, parce que le comportement de consommation change totalement. Alors le monsieur qui était là avant moi était très optimiste. Je ne pense pas qu'on n'a pas de bouteilles d'eau et des trucs super tracés pour les enfants dans toutes les régions de France et dans le monde entier. Il faut aussi être conscient de ça. Essayer de ne pas vivre dans une bulle. Mais encore une fois, c'est ce qui est intéressant dans le café, c'est que tout le monde en boit et tout le monde a les moyens. Et je dis tout le monde à des exceptions près, mais le café doit revenir un luxe. Le café, avant la massification de la production et de la consommation, c'est-à-dire avant-guerre, était un produit de luxe. J'étais il n'y a pas longtemps au Mexique, et je parlais avec un producteur. Il me dit, il avait une sublime maison dans le bas de Chiapas, etc. Il me dit, tu vois, cette maison-là, mon arrière-grand-père l'a construite en vendant 3 sacs de café. Aujourd'hui, 3 sacs de café, ça vaut rien, quoi, même des beaux cafés. Donc le café était un luxe. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos grands-pères, ils allaient à la boulerie, ils moulaient leur café. On savait comment on faisait un café. On savait le faire, quoi. On avait le secret. C'était bon, pas bon, parce qu'il y a toujours eu des mauvais cafés et des bons cafés. Mais c'était un luxe au même titre qu'on achetait des épices. D'ailleurs, ça se vendait dans des épiceries, le café, ou la boulerie vendait aussi des épices. C'était les produits du monde. Enfin, c'était un vrai luxe. On a perdu ça. Le pire de tout ça, c'est les cafés portionnés, les capsules, les dosettes, etc. On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Et la valeur, vraiment, là, c'est pas 80%, c'est 90-95% au producteur. Bref, enfin au producteur ici. Mais le café doit revenir à un luxe. C'est-à-dire l'acte de consommer un café doit être un acte réfléchi, philosophique, politique même, pas que le café, tous. Moi, je parle de ce que je connais. Et le café, la bonne nouvelle, c'est que ça redevient un luxe. Ça redevient un véritable luxe, avec des gens qui ont un avis, un vrai avis. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant le café, dans une idée de changement global de notre comportement par rapport au fait de s'alimenter, c'est que c'est un luxe tout à fait abordable. Je crois que je vais finir par ça, après si vous avez des questions. C'est que une tasse de très très bon café, chez soi, c'est 20 à 30 centimes. Donc tout le monde peut se payer ça. Buvons moins de café, buvons mieux. Une tasse de très très bon café dans un coffee shop ou chez un torréfacteur compétent, c'est 2,50 €. C'est plus cher qu'au bistrot, et encore, enfin ça dépend, même pas en réalité. Donc c'est abordable. Un paquet de très très bon café, c'est 8, 9, 10 €. Donc avec ça, on fait 35 tasses de café quand on le fait bien. Donc voilà, donc si je veux faire le lien entre mon métier, mon parcours et cet événement, je pense que le café doit revenir à un luxe, mais doit revenir à un luxe accessible à presque tout le monde. Mais pour y arriver, il faut que des sociétés comme nous, et il y a de nombreuses sociétés. Il n'y a pas longtemps, j'étais interviewé par je ne sais plus qui,
et qui me disait vous êtes le village gaulois, vous êtes Astérix, vous battez au milieu des Romains, l'industrie, etc. C'est vrai. À 5% de marché, c'est déjà plus une toute petite niche, mais surtout on prend 20% par an, c'est ça qui est important. Donc oui, c'est vrai, on est un peu des Gaulois, on se bat, on parle beaucoup, enfin on se bat non pas avec les mains, avec les mots, avec des actions, en adhérant à des organismes comme l'Alliance pour la préservation des forêts, parce qu'on est plus nombreux, on est plus fort à plusieurs, etc. Mais des gens comme nous, dans le monde, aujourd'hui, il y en a des dizaines de milliers. Et autour de nous, autour des sourceurs, des torréfacteurs, il y a un écosystème qui se met en place et une génération qui est absolument folle, qui sont des gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans, 45 ans, qui veulent vraiment tout changer et qui font de leur vie, du café, leur vie. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ce milieu-là, le milieu du café, c'était gros, mais c'était tout petit en termes de gens, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'était toujours les mêmes. Aujourd'hui, des gens qui font leur vie, déjà, il y a un nouveau métier, qui est un vrai métier, un beau métier, c'est le métier de barista. Et il y a tout un écosystème économique qui se met autour du café. Et je me rends compte quand je regarde tout ça, donc ça peut être des sourceurs, des importateurs, des fabricants de machines, des fabricants de moulins. C'est une grosse économie, le café. Hein. Ça génère des milliards et des milliards d'euros dans le monde. Toute cette industrie qui était vouée à l'industrie avant, tout un pan de cette industrie se bascule vers le café de spécialité. Les premiers salons de café de spécialité, j'y allais il y a 15 ans, il y avait des gens en tongs, je ne déconne pas. Hein. C'était le cliché, tongs, tatouage, 3 stands, 4 tréteaux, on faisait des cafés, on s'éclatait, c'était cool. Aujourd'hui, toute l'industrie, les plus gros marchés de café, c'est Seoul Coffee Show, c'est ce que fait la SCA, Specialty Coffee Association des États-Unis. Ça, ce sont les plus gros marchés de café. Et c'est le specialty coffee. Le seul segment de marché sur le café qui bouge, c'est encore un peu la capsule, beaucoup le café de spécialité. Donc tous ces écosystèmes autour mettent en place un retournement de marché. C'est 15%. Les marketeurs disent qu'à 15%, quand il y a un taux de pénétration de 15% de nouveaux produits, c'est un marché qui se retourne. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Middle East, c'est déjà le cas dans certains pays d'Asie, c'est bientôt le cas en Europe, ça j'en suis convaincu. Voilà, merci.